Yann, merci d'être sur mon émission. Très contente de t'avoir aujourd'hui. Eh ben, je suis ravi, Tu es coach en relations amoureuses, auteur, c'est vrai, conférencier aussi, je c'est vrai. crois. Qu'est-ce qu'on doit savoir sur toi ou sur ton parcours et ton enfance pour comprendre pourquoi est-ce que t'es venu à faire des relations amoureuses ton métier aujourd'hui? Hmm. Moi, je pense pas que... Je fais pas partie de ces personnes qui pensent que l'enfance explique tout. Alors bien sûr, ça peut expliquer plein de choses. Généralement, quand il t'est arrivé des trucs épiques ou des trucs complexes, traumatiques, ça peut expliquer des choses. Mais moi, disons que ce qui fait que je fais ce métier depuis autant de temps, ça fait 15 ans que je fais ça, c'est que, en fait, c'est un métier qui me convient bien. Et en gros, et ça n'a rien à voir avec mon enfance, ça a plutôt à voir avec je pense, avec les qualités que j'ai développées après. Parce que quand j'étais enfant, j'étais très timide, j'étais très, très renfermé. Dans ma cave, je lisais des livres, j'embêtais personne, tu vois. Mais il s'est trouvé que j'ai commencé à faire ce métier un petit peu par hasard, en fait. Et j'ai des facilités, en fait, à comprendre les gens. J'ai des facilités à observer. J'ai des bonnes qualités d'observateur. Donc, en fait, c'est quelque chose qui m'a tout de suite servi. Et aussi, bon, je vais pas non plus me lancer trop de fleurs, mais apparemment, je suis pédagogue. C'est-à-dire que quand j'explique des choses à des gens, même plusieurs personnes, tu vois, on prend un groupe de 50 personnes qui ont, je sais pas, une sociologie différente, j'arrive à trouver, tu vois, le truc qui fait que le plus intelligent va comprendre, le plus bête va comprendre. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc en fait, ça permet, c'est important en fait, parce que finalement, moi, mon succès, il est passé par les vidéos. Et les vidéos, en fait, ça trompe pas, en fait. C'est-à-dire que ça marche pas. Il y a des gens, ils vont essayer, ils vont essayer, ils vont essayer. Si t'as pas trouvé la bonne façon de t'adresser à ton public, ça va pas prendre, en fait. Ouais, mais je suis curieuse de savoir parce que t'as dit que t'étais timide quand t'étais plus jeune. Moi aussi, j'étais très très timide quand j'étais Mhm. enfant. Euh, Qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est timide, qui ose peut-être pas parler, prendre de la place, commence à faire des vidéos sur les réseaux sociaux? Il y a peut-être une forme de, tu sais, t'as envie volontairement de prendre des risques, t'as envie toi-même de sortir de ta condition, en fait. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que tu trouves souvent des gens qui, dans l'enfance, ont été timides dans des choses, justement, où ils sont obligés de se montrer, de s'exprimer. Et l'inverse aussi. Je sais pas si toi, tes camarades de classe, quand tu étais, par exemple, au lycée ou au collège, tu vois, les plus beaux ou les plus extravertis, en général, tu t'attends pas à la trajectoire qu'ils vont avoir. C'est vrai. T'as des trajectoires un peu inversées en fait, où finalement les losers, tu sais, Deviennent des winners, c'est ça fait un vrai. peu un film Netflix. Tu sais. C'est vrai ce que tu dis, n'empêche. Non mais il y a un côté comme ça, je pense. Il y a un côté où, je sais pas, t'as envie de t'échapper de toi-même en fait. Ouais, je comprends totalement. Et ça me fait penser justement au fait que aujourd'hui tu parles beaucoup de relations, de dynamiques de séduction, de la nature humaine aussi finalement, de la Mhm. psychologie humaine. Tu as accompagné énormément de personnes sur ces sujets ces dernières années. C'est quoi les changements que tu observes le plus dans la dynamique amoureuse ces dernières années? Les changements qui sont, à mon avis, qui sont évidents pour tout le monde, il y a un peu une inversion des polarités hommes-femmes. C'est-à-dire qu'en fait, Ouais, c'est vrai. avant, il y avait un truc clair où la société te donnait, on va dire, une grille de lecture, un carcan, tu vois. Tu vois ce que c'est un carcan? Tu vois, ça t'emprisonne limite, tu vois. Et en gros, voilà le business model. Voilà ce qu'il faut faire. Tu vas trouver un mec à tel âge, tu vas te marier à tel âge, etc., etc. Et les rôles étaient assez bien définis. C'est-à-dire que, en général, voilà, c'était plutôt les hommes qui étaient, dans la grande majorité, qui allaient prendre l'initiative pour faire les rencontres. Et puis, voilà, les choses se déroulaient assez simplement. Et là, aujourd'hui, ça c'est, on va dire, ce truc-là qui fonctionnait, c'est un petit peu cassé. Et maintenant, on se retrouve dans une situation où on ne sait plus trop, en fait. Ah, qui doit aborder, qui doit faire ça, mais qui paye, qui truc. Ah oui, mais moi, je suis une femme avec une carrière, ça fait peur aux hommes, etc. etc. Qu'en fait, je pense que c'est le truc en fait, qui a le plus Changer. évolué en 10 ans, 10 15 ans. Ok. On parle beaucoup sur les réseaux, tu vois, des hommes princesses. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu vois Ouais, en fait, c'est quoi un homme princesse en fait? Bah justement, c'est ça la En fait, il faut question. le définir parce que justement, les gens essaient de le définir par des attitudes ou par tu vois, des postures. En fait, c'est pas ça. Un homme princesse, c'est un mec qui a le choix. Ok, tu peux Quand, élaborer, ça quand on m'intéresse. dit, quand on dit d'une femme, elle fait sa princesse parce qu'elle a les moyens de le faire. Elle fait sa princesse parce qu'elle a un potentiel succès. Elle va attirer des hommes, ou elle va être courtisée par des hommes. Donc elle peut se permettre de faire sa princesse. S'il n'y a plus personne qui la courtise,
c'est plus une princesse en fait. C'est juste une vieille meuf dans son donjon, mais personne vient sonner à la porte. Donc, pour qu'il y ait cette dynamique de prince-princesse, il faut qu'il y ait un certain magnétisme. Donc, les hommes on peut appeler des hommes princesses, bah, c'est des hommes qui ont du succès. Du coup, comme ils ont du succès, bah, ils peuvent se permettre, en fait, d'avoir cette posture-là, de se reposer un peu sur... tu vois, ils n'ont plus besoin de faire d'efforts, et ils attendent que les femmes viennent leur manger dans la main. Complètement. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut observer, je pense, dans beaucoup de cas, mais pas toujours aussi qu'avec les hommes qui ont beaucoup le choix. Mais j'ai l'impression que les applis de rencontre, elles ont quand même vachement Alors, joué là-dessus. c'est clair que les hommes, en fait, historiquement, sur les applications de rencontre, ils étaient habitués à un environnement de rencontre très hostile. Ok. Mais en fait, faut vraiment différencier deux choses. Il faut différencier un mec lambda, d'accord? Un mec lambda tout à fait normal, tu vois. Pas un mec extrêmement beau, ni extrêmement moche, avec un métier normal. On n'a qu'à dire comptable. Ok. Pas le métier peut-être le plus fun, mais voilà. Un mec lambda et un mec qui a énormément de richesses qui sont identifiables du premier coup d'œil. Il est grand, il est beau, il a des beaux traits, enfin j'en sais rien, ou alors il a un métier très intéressant, il est artiste, il chante, enfin tu vois un truc, tu vois tout de suite que le mec il a quelque chose, tu vois. Il faut différencier parce que ça, ces deux hommes-là, ils vivent dans deux univers différents. Donc moi je vais plutôt parler, on va dire, des mecs... on va dire, enfin, je vais différencier les deux. Disons que avant les applications de rencontre, un mec lambda, il évolue vraiment dans la rareté, d'accord? Et tu vois, finalement, il est obligé d'aller aborder des femmes dans la vie de tous les jours, donc de prendre un certain risque. Personne n'aime faire ça, on va pas se mentir, ni les femmes ni les hommes, tu vois, c'est humain en fait, c'est une prise de risque sociale, tu vois, tu vas vers quelqu'un, tu vas dire quelque chose, donc c'est un truc auquel il faut s'habituer, il faut devenir à l'aise pour le faire, c'est pas facile en fait. Donc les hommes en général, ils passent par ce truc où dans leur vie, on va dire entre 16 ans et 25 ans, ils se prennent plein de râteaux, ils doivent faire plein de tentatives, et donc ils apprennent comme ça, tu vois, ça leur tanne le cuir, on va dire. Et donc, en fait, au final, bah voilà, disons, ils ressentent plus trop forcément le fait de se faire rejeter. C'est pas quelque chose qui va les impacter énormément, etc., etc. Maintenant, évolution avec les applications de rencontre. Notre mec lambda, pour lui, c'est devenu pire, en fait. C'est-à-dire que sa vie, elle était mieux avant. Elle était mieux avant parce qu'en gros, il prenait des initiatives et bah, finalement, même si 9 fois sur 10 ça marchait pas, quand ça marchait, en fait, c'était cool, tu vois. Ouais. Quand ça marchait, ça lui apportait beaucoup de plaisir, de récompense. Maintenant, les applications de rencontre, c'est beaucoup plus cruel, en fait. Disons que pour ce mec lambda, parce que n'oubliez pas que j'ai fait deux catégories, mais pour ce mec lambda, c'est beaucoup plus cruel. Pourquoi? Parce qu'il ne se fait jamais choisir. Il se fait rejeter, mais il se fait pas rejeter frontalement. Il se fait rejeter sans le savoir. Le rejet, c'est quoi? C'est quelqu'un qui t'a... Qui t'a ghosté, par exemple. Non, qui t'a swipe left, quoi. Tu vois, qui t'a pas pris ton profil, en fait. Donc tu ne vois pas le râteau, en fait. D'un certain aspect, ça peut paraître moins douloureux, mais en fait, quand le mec, il fait, je sais pas, 6 mois, 1 an d'application et qu'il a 0 succès, ou alors qu'il croit qu'il a une date, mais en fait, il en a pas, c'est quelque chose qui fait assez souffrir. Donc tu vois, pour ce mec-là, sa condition s'est pas améliorée, on va dire. Maintenant, pour un mec qui a une richesse identifiable tout de suite en un coup d'œil, par contre, lui, sa vie, elle a changé dans un autre sens. D'où peut-être la présence d'hommes princesses. À partir du moment où un homme a un certain succès, un certain truc, bah, une application de rencontre va juste propulser sa tête, on va dire, sur beaucoup plus de gens. Avant, ce mec-là, il était peut-être pas très à l'aise, tu vois. Fort du fait qu'il soit BG, par exemple, bah, peut-être qu'il prenait moins d'initiatives, tu vois, on remarque souvent qu'en fait, les hommes les plus combatifs, les plus téméraires, sont aussi ceux, tu vois, qui partent avec une longueur de retard. D'accord? Qui ont le plus d'adversité, en fait. Exactement. Un mec bon, qui a grandi, qui était plutôt beau, adolescent, machin. Bon, il a l'habitude, la vie lui donne des petites miettes de pain, tu vois. Donc en fait, il n'a pas besoin d'aller chasser, si je peux faire une métaphore comme ça. Mais, et du coup, lui, avec les applications de rencontre, par contre, il devient hyper successful. J'aime pas m'entendre dire hyper successful. C'est vrai? C'est moche. Non, mais tu sais, c'est un anglicisme chelou, en fait. Non, moi, je comprends. Hein. Ok, non, mais je pense que la plupart des gens qui vont écouter vont comprendre de toute façon. Ouais. Mais je tiens à le préciser. Ouais. Donc lui, en fait, pour lui, sa condition, elle a changé. Et lui, en fait, il a trop de demandes, en fait. Il a trop de demandes, mais tu vois, je me pose la question, tu vois, des dynamiques qu'on voit de plus en plus et comment est-ce qu'on peut les aborder, parce que j'en parlais avec une sexologue dans mon podcast il y a quelques semaines, et je lui demandais, et puis c'est une femme, mais tu vois, toi t'es un homme, c'est intéressant d'avoir ton point de vue et ta perspective aussi, je pense que t'as accompagné des hommes et des femmes.
pour toi, avec, tu vois, toute cette avancée du féminisme, il y a aussi un mouvement masculiniste qui prend place. Qu'est-ce qui freine le plus les gens à se rencontrer et à vivre des relations amoureuses épanouies, saines, où ils peuvent construire sur la durée? Parce que finalement, j'ai l'impression que c'est ce que beaucoup de gens veulent, mais Bien c'est ce que sûr. beaucoup de gens ont du mal à vivre aujourd'hui, tu vois, parce que, Ouais. bah, comme tu dis, c'est peut-être un peu plus facile pour certains hommes, pour certaines femmes aussi peut-être. Il y a énormément de choix, on a l'impression qu'il y Ouais. aura toujours du choix, il y a cette illusion-là. Ouais. En fait, t'as une grille de lecture en fait très méta où tu vas dire bon bah dans la société il y a tel mouvement, mouvement féministe, mouvement masculiniste, mais en fait c'est une grille de lecture limite qui est trop haut. En fait, chaque Mhm. individu il voit midi à sa porte. Tu te lèves le matin, il me faut mon café, et puis en fait dans la journée, enfin, tu vois, tu penses à tes besoins, tu penses à tes envies. Comment j'ai envie de vivre en fait. Ok, Ouais. dans ma vie il me faut une femme à mes côtés. Je me vois vivre comme ça. J'ai envie de me sentir amoureux. J'ai envie d'avoir une sexualité, etc. Enfin tu vois, faut toujours revenir à des trucs en fait assez essentiels. Et moi, je remarque un truc dans mes coachings, c'est qu'en général, quand bien même les gens arrivent avec une grille de lecture très méta comme ça, où ils regardent, oui, mais regarde sur les réseaux, les gens ils disent ça. En fait, au final, l'amour va les sauver, dans la mesure où, bah, à partir du moment où tu es amoureux, en fait, tout ça, tu t'en fous. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, en général, cette grille de lecture-là, elle va venir alimenter en fait un état dans lequel tu trouves pas ce que tu veux. Et tu es là, tu cherches et tu veux des réponses. Sur qui je tape en fait? Mhm. Qui est le responsable en fait? Mais moi, quand j'accompagne des femmes ou des hommes, j'accompagne plus des femmes que des hommes aujourd'hui. Avant, c'était l'inverse. Mais je vois que bah, finalement, ah, j'ai rencontré ce mec-là, j'ai des papillons dans le ventre, ouah, c'est incroyable. Tout à coup, j'ai plein d'énergie. Je me lève le matin, je pense à lui. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et en fait, t'en as un peu rien à foutre en fait finalement du féminisme, du masculinisme, de un tel qui a dit ça sur les réseaux sociaux, c'est plus trop ton problème. Mhm. Tu te refocuses en fait sur bah, ta relation. Et les gens qui sont en couple naissant, d'ailleurs tu le vois, ils sont souvent un petit peu égoïstes en fait. Tu vois, ils savent qu'ils ont un truc un peu précieux, ils ont des émotions fortes et les gens autour peuvent pas trop comprendre. Donc tu Ouais. vois, ils vont souvent avoir tendance en fait à couper un peu, à couper puis à se focus là-dessus, à essayer de faire grandir ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est pour ceux qui sont justement dans la phase où ils ont envie de rencontrer quelqu'un, Mhm. mais ils n'arrivent pas à Ouais, rencontrer quelqu'un. oui, c'est ça, tu posais la question des obstacles. Ouais, les obstacles et comment, tu vois, on peut euh, peut-être mettre des choses en place Ouais, pour se donner plus de chances de rencontrer quelqu'un parce que peut-être qu'aujourd'hui on se dit, bah, en tout cas moi je le vois autour de moi, c'est que tu as des applis, tu as énormément de choix, en ouais, tout cas trop. trop de choix même, et du coup c'est un peu comme quand c'est peut-être une mauvaise métaphore, mais c'est un peu comme quand tu es au supermarché, tu as Mhm. 10 000 choix de, tu Ouais, vois, qu'est-ce que tu choisis finalement et comment est-ce que tu sais si là ça mérite de donner ton énergie, ton temps, parce qu'on a aussi un sujet de temps, parce qu'on est tous limités dans le temps, on a bien tous sûr. un temps limité. Et moi, ma question, c'est comment est-ce que tu conseillerais aux gens qui ont envie de rencontrer quelqu'un Ouais. de changer des choses pour qu'ils puissent se donner plus de chances de... En fait, soit il faut se passer des applications de rencontre, soit il faut apprendre à s'en servir différemment. D'accord? C'est-à-dire que dans tous les cas, le problème, il vient de notre façon de faire des rencontres. Tu l'as bien expliqué toi-même. En fait, il y a deux trucs. Quand tu fais des rencontres dans la vie de tous les jours, tu choisis avec ton cœur, en fait, avec ton ton bide, tu intuition. vois, ton intestin, j'en sais rien, mais tu choisis avec ton ressenti, en fait, tes émotions. Je parle à ce mec-là, tiens, j'ai un bon feeling, ah, il m'a fait rire, etc. Ah, tiens, c'est marrant, je repense à lui une heure après. Quand tu choisis sur une appli, tu choisis pas avec tes émotions, tu choisis avec ton cerveau, tu vois. Tu es en mode, euh, caddie de supermarché et je fais mes courses, tu vois. Bon, lui, ok, machin, quelle taille il fait, ta. Et en fait, tu ressens rien sur une appli. Ah, c'est intéressant ce que T'es tu pas, dis. t'es pas du tout en train de ressentir quoi que ce soit, en fait. T'es dans un truc en mode, ok, lui, non, ok, lui, mieux, ok, tu hiérarchises, en fait. Et t'essaies d'avoir le meilleur auquel tu peux prétendre sur l'application, sachant que c'est un peu flou pour l'instant. Tant que t'as pas rencontré les personnes, t'en sais trop rien, en fait. Donc il y a cette espèce de choix que t'es en train de faire de manière très consciente et un petit peu froide, sans trop savoir ce qui va se passer derrière, sans trop savoir si tu vas être, si ce sera, on va dire, si tu seras validé par la personne en face, s'il va ressentir la même chose que toi, t'en sais rien du tout. Tu sais même pas toi-même si toi tu vas ressentir quelque chose. Donc tu vois, pour moi, il faut essayer soit de revenir sur des rencontres où bah, tu t'autorises à avoir des émotions. Et donc souvent, c'est les gens, en fait, ça va leur arriver par hasard. Une cliente qui est sur les applis depuis, je sais pas, 4 ans, rien, tu vois. Elle arrive même pas, tu vois, à se décider sur un mec. Tu vois, qu'à chaque fois, je doute. Et tout à coup, il y a un mec qui va la surprendre dans la vie.
D'accord? Il y a un mec qui va la surprendre parce qu'elle l'a croisé, je sais pas, au café ou au travail, j'en sais rien. Et là, tout à coup, en fait, on bypass, en fait, je fais encore un anglicisme, désolé, mais en fait, on coupe. On détourne. Non, en fait, ouais, tu prends un raccourci immédiat. Tu n'as plus tout ce processus de on parle, on parle, on parle, on se rencontre. Ah, est-ce qu'il correspond vraiment à ce que j'avais imaginé? Non. En fait, tu es tout de suite dans une conversation, tout de suite, le mec la fait rire. Et tout de suite, tu ressens des émotions. Ah, j'aime bien son odeur. En fait, il faut essayer d'arriver assez vite sur des ressentis, en fait. J'aime bien son odeur, je me sens bien à côté de lui, il me fait rire, etc. Tiens, enfin, j'aime bien sa façon de penser. Et t'en es trop loin en fait sur les applis. Le problème aussi, c'est que les applications de rencontres te donnent l'illusion de faire beaucoup de rencontres, mais tu n'as pas fait de rencontres. Qu'est-ce qu'une rencontre? Une rencontre, c'est, tu vois, là on est face à face. C'est la première fois qu'on se voit, c'est une rencontre. Quand on s'est parlé avant sur les réseaux sociaux, c'est pas une rencontre en fait. C'est vrai. C'est une conversation avec quelqu'un. Tu vois, ça peut être n'importe qui en réalité. Ça peut être ton assistante qui parle à ta place. Donc une application de rencontre ne te donne pas finalement tant de rencontres que ça. Comparativement à la vraie vie, si tu sais un petit peu tu vois, sortir, etc., ou faire des activités, bah, tu peux très vite te retrouver à parler dans une même semaine à 30 personnes en face à face. Ouais, Pour parler à 30 personnes sur une appli en face à face, je connais pas beaucoup de... Et pourtant, j'accompagne beaucoup de femmes. Quand je leur pose la question, ok, tu utilises les applis, t'as fait combien de rendez-vous les 2-3 derniers mois? 0, 1, 2. 3 éventuellement, tu vois. C'est pas 30 en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait un peu penser, et bon, après je sais que ça va peut-être déclencher certaines personnes que je dise ça, mais pour moi la séduction et la rencontre amoureuse, c'est un petit peu comme, c'est un peu comme un... ça peut être similaire à du business dans un sens parce que il y a tout un processus de séduction dans la vente, dans un business, qui fait que bah, le client va passer par un certain parcours avant d'acheter ton produit ou ton service. Ouais, c'est juste ce que tu dis. Ouais, je sais que les gens vont pas aimer ça, surtout les grands romantiques, mais en fait, tout est un process en fait dans la vie. Tu te lèves le matin, c'est un process, tu te prépares, etc. On peut voir les rencontres de la même manière, tu peux faire plein de parallèles. Un entretien d'embauche. C'est-à-dire que j'ai un job, je vais faire le parallèle moi-même, vous pouvez me taper dessus, je m'en fous. J'ai un job, le job c'est femme de ma vie, d'accord? Donc il y a qu'un poste. Je cherche, je fais un casting, d'accord? C'est la même chose. Et je vais rencontrer des candidates et on verra en fait. Et donc il y a ce process-là, donc oui, c'est plus ou moins la même chose. Et ce que tu voulais dire, toi, c'était que quand tu parles du business, tu as un client, bon, ça peut être un prospect, puis après, il va mettre ses contacts dans un formulaire, etc., etc. En fait, ce que je veux dire, c'est long, en fait. C'est long et c'est un jeu qui demande un certain nombre de répétitions pour que tu puisses obtenir le résultat que tu veux. Et j'entendais, tu vois, je sais pas si tu vois qui c'est, Leila Hormozi. Bien sûr, la femme de Hormozi. Elle parlait de sa rencontre avec Alex et elle disait que bah, elle avait en fait, chaque pause déjeuner, elle prenait 40 minutes sur les applis de rencontre et en fait elle avait un objectif de nombre et de chiffres de rendez-vous et elle faisait un date par semaine et elle a fait un date par semaine pendant peut-être 1 an et demi avant de rencontrer Alex. Bah, du coup tout à l'heure j'ai pas été au bout de mon raisonnement mais je disais que soit il faut ne plus utiliser les applications de rencontre si c'est pas fait pour nous ou alors les utiliser différemment. Moi je pense pas que les applications de rencontre ce soit bon ou mauvais, c'est un moyen de parler avec des gens et donc de faire des rencontres. Maintenant si tu arrives à les utiliser différemment, et moi c'est ce que j'apprends à faire à mes clientes quand je les accompagne, c'est-à-dire bah, jusqu'à présent ta façon de faire ne t'a pas donné de succès, on va complètement changer. Et moi j'ai une approche qui est pas du tout intuitive en fait. J'utilise pas l'appli comme elle a été designée en fait. L'appli elle est designée pour que tu restes dessus. Il y a des gens très skillés, il y a une levée de fonds derrière. L'idée, c'est pas que tu te barres de l'appli en fait. L'idée, c'est qu'il y a un maximum de gens, que l'acquisition de ces gens soit la moins chère possible et qu'il y ait une plus grosse masse d'utilisateurs et que les gens y restent. Donc toi, il faut pas, si tu suis le truc, en fait, non, en fait, t'es dans la merde. Ce qu'il faut faire, en fait, c'est quel est le plus court chemin pour avoir des dates en face à face. Et il faut essayer de maximiser ça et de se dire, bah, moi, l'application de rencontre, elle me rend service que si j'ai des dates. Et que le mec se pointe. Et qu'il est face à moi et qu'il n'y a pas de, tu vois, il y a pas de lapin, de ghosting, etc. C'est ça le succès, en fait, pour moi. Indépendamment du mec. Le problème, c'est que les gens, ils tombent dans le piège du je vais jouer à comparer tous les profils entre eux, à bien les lire et à voir qu'est-ce qui me correspond le mieux. Mais de toute façon, t'en sais rien. La personne, quand tu la verras en face, peut ne pas tout à fait correspondre à son profil. Moi, j'ai très peu utilisé les applications de rencontre, mais je le vois avec mes clients et mes clientes.
Le nombre de fois où en fait, ah ouais, j'aimais bien ce profil, mais en fait, non, ça ne matche pas, tu vois. C'est courant. Donc, c'est bien d'avoir des critères, mais il ne faut pas avoir des critères qui te tirent dans les pattes, d'accord? Il faut avoir un critère de géographie, il faut avoir un critère d'âge, et après, il faut voir en fait à qui je plais en fait là-dessus. Il faut essayer d'avoir un maximum de matchs. Les gens souvent sont stressés, ah non j'ai trop de matchs. Non, en fait on s'en fout. Tu veux avoir des matchs en fait. Moi je vais dans une soirée, je veux que les gens me regardent. Enfin tu vois si tu sors pour plaire, t'as envie que les gens te regardent. Donc là c'est la même chose. Pour moi un match c'est un échange de regards. C'est pas plus en fait. Les gens ils sont là, ouais machin. Il y a une petite animation dans le téléphone. Non non meuf t'as pas gagné au loto en fait. T'as rien gagné du tout. T'as juste échangé un coup d'œil avec un gars. Si t'avais échangé un coup d'œil avec un gars dans la file d'attente du Starbucks pendant que t'attendais ton matcha, je sais pas quoi, bah tu serais plus avancé que sur l'appli. Parce que le mec, il est juste à côté. Ouais, mais tu vois, ça m'intéresse parce que je trouve que les gens n'osent plus aller les uns vers les autres, Ouais. tu vois. Et je sais pas si c'est culturel, contextuel ou quoi, mais quand je suis dans certains endroits, par exemple, j'ai l'impression que la rencontre physique, elle se fait plus facilement. Ouais. Exactement le contexte que tu viens de dire. Quels endroits? Parce que tes auditrices veulent savoir, j'imagine. Bah, par exemple, à Dubaï, beaucoup plus simple pour moi. À Dubaï, je sais pas, je suis dans un café, comme tu dis, où je suis en train de marcher. C'est très différent. En fait, déjà, il y a un contexte, tu vois, de la ville. Paris et Dubaï, ça n'a rien à voir. Mais oui. Et tu peux comparer d'ailleurs aussi Paris et une ville de province, ça n'a rien à voir non plus. Donc c'est toujours intéressant de se remettre dans le contexte. Qu'est-ce que c'est le contexte à Dubaï? Le contexte à Dubaï, je vais essayer de le décrire un peu, c'est un contexte de sécurité absolue. Qu'est-ce qu'on voit du coup dans ce contexte-là? En fait, c'est pas tant qu'une question de sécurité, parce que c'est vrai que Paris, c'est pas une ville qu'on pourrait qualifier de très safe. Enfin, moi, Moi, je me sens pas safe à Paris. Ouais, mais même les hommes se sentent pas safe. C'est-à-dire Oui, que c'est vrai. j'aurais pas idée de. Enfin, tu vois, je suis pas trop dans les. Je suis pas dans les montres et les machins. Mais si j'avais une montre, j'aurais pas dans l'idée de me balader avec à Paris, tu vois, de l'agiter sous le nez de gens qui n'ont pas forcément les moyens de se la payer. Mais à Dubaï, en fait, donc t'as ce truc de. T'as de la sécurité, mais en plus, t'as pas de chaos. À Paris, c'est très chaotique en plus de ça. Tu sors de chez toi, si t'as pas marché dans une flaque, t'as marché dans une merde de chien, il y a quelqu'un qui te gueule dessus, enfin tu vois, ça part dans tous les sens, ça klaxonne. À Dubaï, t'es relax, il n'y a pas de bruit, les gens sont trucs. Et en plus, les rapports sont différents. On va dire que la population de Dubaï, c'est une population choisie, entre guillemets, dans la mesure où, enfin, c'est pas quelqu'un qui a dit toi tu viens pas, mais il y a quand même des règles d'admission, des règles d'entrée. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit à Dubaï comme population? Des gens plutôt dans la trentaine, quarantaine. Il n'y a pas de gens de 20 ans, il n'y a pas trop de gens. Enfin, en tout cas, moi, quand je m'y suis promené, je vois pas de gens non plus de 50, 60. C'est plutôt des jeunes actifs ou des adultes actifs qui gagnent bien leur vie, parce que la ville, du coup, sélectionne. Et en fait, il y a un petit peu un côté où ça t'a facilité les choses, en fait. T'as des candidats potentiels en face de toi qui te correspondent peut-être davantage que quand tu mets le pied dehors dans la rue à Paris. C'est vrai, mais tu vois, je me pose la question, toi qui as aussi accompagné pas mal d'hommes et qui accompagne beaucoup de femmes aujourd'hui, moi j'en parlais avec des amis hommes à moi qui me disaient que, en tout cas à Paris ou peut-être même ailleurs, ils ont beaucoup plus d'anxiété aujourd'hui à aller aborder des femmes parce qu'ils ont peur d'avoir l'air de les harceler, d'avoir l'air lourd, tu sais, tout ce qui a été le mouvement MeToo, etc. Comment est-ce que toi tu vois les choses là-dessus? En vrai, moi je pense que ça c'est un faux problème. Quand je travaille avec des hommes, j'ai commencé à travailler avec des hommes en 2010 et les hommes avaient déjà peur de parler aux femmes. Enfin en tout cas, c'était pas facile. Donc chacun essayait de trouver un peu sa petite façon de faire, sa petite technique, mais disons que pour la grande majorité, c'est sortir le soir. Tu vois, les endroits étaient clairement identifiés. Sortir le soir, boire un petit verre pour se désinhiber. Et après, en fait, on pense plus trop à tout ça et ça se fait un peu tu vois, en dansant, etc. Donc, c'est pas nouveau que les hommes ont peur d'aborder. C'est juste qu'en fait, la narrative, elle a un peu évolué. La raison pour ça, c'est de dire oui, mais c'est MeToo, ces trucs. En réalité, c'est un faux sujet, je pense, parce que les hommes, ils savent bien que s'il va aborder une femme un homme sait bien que s'il va aborder une femme de manière respectueuse et polie, il n'y a pas d'histoire en fait, il n'y a pas de sujet, tu vois. Moi si je te croise n'importe où, bon évidemment tu vois, si je te croise en train de marcher dans la rue, que tu es super pressé avec des AirPods, et que tu cours, c'est complètement con de venir te parler, mais si je vois que tu es stationné quelque part en train d'attendre ton Uber et que tu regardes un peu comme ça, que je passe à côté et que je te dis je sais pas, si je peux me permettre, j'adore ton style, ou enfin tu vois, quelque chose de poli mais un peu détaché, il n'y a pas de sujet, tu vas pas aller me dénoncer nulle part, et les hommes le savent ça.
C'est vrai. Et tu vois, ça me fait penser dans le sujet de la séduction au rejet, tu vois. Que Mm. ce soit le rejet, par exemple, je sais pas, je suis assise. Bon, ça n'arriverait pas parce que je suis très sympa, tu vois. Je Mais, suis toujours debout. mais ouais, ok, alors disons Non, que vas-y, tu t'es vois, assise, je vas-y. suis Ouais, où assise. ton truc? T'es à côté de moi dans un café Mhm. et je lis un livre. Et tu me dis, ah, c'est quoi ton Non, je te livre? dirais pas ça. Je te dirais, je devrais pas te dire ça, Ah. mais il meurt à la fin. Ah, ouais, pas Cette, mal. cette phrase-là, beaucoup de mecs l'ont utilisée parce que je l'avais montré, je l'avais mis dans une vidéo et c'est drôle en fait. Ouais, c'est drôle. Bah, ça, c'est une bonne. Spécifiquement, spécifiquement drôle si le livre est pas un roman, si c'est un truc de dev perso. Ouais, Quoi. j'avoue, c'est hyper. Ok. C'est pas mal. Bah, disons que voilà, tu me parles, ou bien, même si on prend le contexte des applis, Mhm, t'es sur une appli, tu matches avec quelqu'un, tu commences à parler 2 secondes mhm. et la personne te ghost. Ouais. Ou bien t'es dans le café et puis tu fais un compliment. Mais dans la journée, tu peux pas ghoster quelqu'un en fait. Pourquoi tu peux pas? Bah, mettons, je te dis ça. Toi, quel est le pire truc que tu puisses faire? Ne pas te répondre, peut-être. Ouais, T'ignorer, ouais, mais te regarder de haut. les je gens sais font pas ça en fait. Non, je sais, mais tu vois... Même les gens qui sont saoulés font pas ça. À la limite, ils vont verbaliser un truc du style oh le lourd, tu vois. Oui, mais parce qu'on est dans la vraie vie. Ouais, mais du coup, sur les applis de rencontre... ce qui est très intéressant, c'est que ça te donne un feedback. Parce que peut-être qu'effectivement le mec a été lourd. Tu vois ce que je veux dire? Peut-être pas, mais on va dire, mettons que. Enfin, c'est mieux d'avoir un feedback, tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui te dit ah non, désolé, je suis pressé, ou si tu vois que tu te comportes d'une manière et qu'une fois, deux fois, trois fois, tu as plus ou moins la même réponse, bah, ton cerveau, il est pas. Enfin, tu vois, tu t'apprends de ce que tu fais en fait. Oui, Et tu vas dire ah, ok, ça marche pas pour moi ça. Oui, mais alors ça, ouais. c'est intéressant ce que tu dis, et je fais encore le parallèle avec l'aspect business, parce que quand tu vends quelque chose ou quand tu vas vers quelqu'un, tu t'exposes, et si tu le fais une fois et que la personne te rejette, ou bien tu es sur une appli, tu commences à parler à un homme, il te ghost, pour beaucoup de gens, ça va être une expérience hyper douloureuse qui va réveiller beaucoup de blessures. Bien et sûr. Ils vont même arrêter peut-être. Ouais. Moi, j'ai plein d'amis qui m'ont dit plein de fois, mais c'est bon, les applis, c'est trop cruel, c'est trop violent pour moi, j'ai envie d'arrêter. Qu'est-ce que tu conseillerais à des personnes qui justement ont envie de rencontrer quelqu'un, mais qui peuvent se sentir freinées par cette blessure, ce rejet, ce sentiment de pas... En fait, dans tous les cas, je pense qu'il faut apprendre, on peut presque voir ça comme une compétence, il faut apprendre en fait à encaisser un rejet. En général, les hommes sont un peu mieux armés pour ça, surtout s'ils ont déjà... Enfin, tu vois, quand tu grandis, bon, peut-être pas la Gen Z, mais on va dire les gens qui sont nés avant, quand tu grandis avec les expériences que tu vas faire, un homme est obligatoirement se fait rejeter en fait. Et ça c'est hyper important de comprendre. Moi j'ai beaucoup de clientes en fait, elles comprennent pas. Oui, mais pourquoi les hommes sont comme ça? Mais parce qu'en fait on n'évolue pas de la même manière en fait. Une femme elle évolue dans l'abondance. Je fais une grosse généralité, hein, c'est pas vrai pour tout le monde, mais les femmes évoluent dans l'abondance et les hommes dans la rareté. C'est-à-dire qu'un homme qui ne fait rien, il ne lui arrive rien. Quand il a 15, 16, 17, il comprend très vite. Tu ne fais rien, il ne t'arrive rien. Moi, par exemple, je vais te donner un exemple. Bon, mettons de côté le fait que j'ai un Instagram, que je sois visible, etc., etc. Mais purement dans la vraie vie, si je suis célibataire et que je fais rien, il m'arrive rien du tout. Mais vraiment rien du tout. Je me considère comme un homme, tu vois, normal, tu vois. Donc en fait, tout homme comprend ça très vite, en fait. Tu ne fais rien, il t'arrive rien. Donc les hommes apprennent très vite à faire des tentatives, donc du coup se font rejeter. 90% du temps, 80% du temps, ils se font rejeter. Donc ils apprennent, tu vois, ils ont le rejet fait partie du jeu. Et du coup, d'ailleurs, pour eux, faire des rencontres, on va dire, en parallèle, fait partie du jeu. Parce que si tu fais une tentative et que tu te fais rejeter, bah, tu vois, tu mets toute ta vie dessus, tu vois. Tu mets tout ton espoir dessus. Donc les hommes comprennent assez vite que pour leur santé mentale, bah, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Il vaut mieux prendre un petit peu de recul, un petit peu de distance, et puis essayer de faire plusieurs tentatives. Et ça, beaucoup de femmes ne le comprennent pas. Parce qu'elles n'ont pas besoin de faire ça, en fait. Mais du coup, elles vivent souvent moins bien le rejet. Parce que quand elles se font rejeter, il y avait ce mec-là, tu vois. C'est tellement vrai. Elles ont tout misé sur ce mec-là. Ouais. Elles ont écarté tout le monde. Non. Ah, j'ai trouvé ce grain de café super rare, tu vois. Et lui, je vais le torréfier à fond, quoi. Bah, comment ne pas le prendre personnellement? Et attends, l'expérience est encore plus cruelle parce que ce mec-là, en fait, quand bien même il se voit pas avec cette femme en couple, il va quand même la rencontrer. Il va quand même faire un date, 2 dates, 3, 4 si tu veux, coucher avec elle. Parce qu'en fait, un homme va pas dire... Un homme célibataire dit rarement non à du sexe, tu vois. Donc en fait, il va aller dans ce process. Et elle a peut-être la sensation... Elle est peut-être en train de s'attacher, elle est peut-être en train de nourrir un espoir, mais ce mec-là, il a pas du tout les mêmes ambitions ou intentions en face. Donc du coup, c'est encore plus cruel parce qu'en fait, tu
tu goûtes au produit, tu vois. Ouais. Il y a un côté, tu l'as, puis tu l'as plus. Donc c'est assez traumatisant. C'est pour ça que moi, mes clientes, en fait, j'essaie de les armer face à ça. Et un de mes premiers coachings qui a extrêmement bien marché, c'est un truc qui s'appelle Tout savoir sur les sentiments d'un homme. Ça permet en fait d'avoir une grille de lecture, de dire, ok, le mec que je vois, évidemment qu'il va me jouer du violon, il va me montrer, il va se parer de ses meilleurs atours, et il va essayer de me séduire. Donc il va jamais dire des trucs comme écoute, j'ai pas du tout l'intention d'être en couple avec toi, mais par contre tu me plais. Tu vois, il va pas dire ça en fait. Il sait très bien qu'un homme s'il dit ça, il se sabote en fait. Donc j'apprends à dire ok, comment on sait que cet homme est intéressé. Il faut avoir. Du coup, comment? Alors, je vais donner quelques éléments. Je vais pas non plus parce que c'est une formation qui dure 2 heures, mais en fait, déjà pour commencer. Rien n'a d'importance avant la rencontre. Ça, c'est le premier truc. Donc, si vous êtes sur les applis en train d'essayer de savoir si ce mec-là il pourrait être intéressé, à analyser des points-virgules et des smileys, laissez tomber en fait, vous perdez votre temps. Ça sert à rien. Va à la rencontre assez rapidement, t'as pas besoin de parler 107 ans. Ensuite, ta rencontre, en fait, faut pas oublier que les gens font un parallèle vraie vie, happy de rencontre. Ah ouais, on s'est parlé 2 semaines et maintenant on se rencontre et c'est un date. Non, c'est pas un date en fait. C'est pas un date, meuf. C'est une rencontre. Donc en fait, quand tu vois le mec pour la première fois, que tu as matché sur une appli, c'est comme si tu l'avais croisé dans la file d'attente du Starbucks. Ah, c'est intéressant, c'est la Parce première fois que que c'est c'est la même expérience. C'est la première fois que tu te retrouves à moins d'1 mètre de lui. Donc en fait, il n'y a pas de différence. Juste que le contexte va être différent. Évidemment que un mec à qui tu as parlé, avec qui tu conviens d'un truc, oui, vous n'allez pas juste vous croiser en fait. Mais c'est cette expérience-là que vous êtes en train d'avoir. C'est de dire, ok, on est proche, on se voit, on se parle. Est-ce qu'il y a une validation en fait? Parce qu'il se passe un truc dans la rencontre. Il y a une validation. Toi, je ne sais pas combien de temps ça te prend quand tu parles à quelqu'un, de te dire, ok, ce mec-là, il n'y a pas moyen, ou peut-être. Il n'y a pas moyen, c'est très rapide. C'est instantané, ouais. Exactement. Tu sais tout de suite en fait. Ouais, par contre, peut-être, ça me prend peut-être, je sais pas. Bah, regarde, c'est l'un ou l'autre. C'est-à-dire que il n'y a pas moyen, tu peux le dire tout de suite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, sans que tu en aies forcément conscience, en fait, ton cerveau va analyser, dire ok, pourrait être à mon goût ou n'est pas à mon goût. Donc tu vois, tu peux tout de suite dire ok, c'est mort. Tu peux même, ta première rencontre peut durer 1 heure, toi, ou 10 secondes, tu sais que c'est mort. Et du coup, tu vas te dire ok, comment je me casse de là? C'est vrai. Ouais, c'est là que c'est bien dans la vie de tous les jours, parce que si t'es dans une soirée ou même, je sais pas, dans la journée, n'importe où, bon, tu peux parler 2 minutes, ok, dans le bus, merci, au revoir, tu vois. Ok. Et, mais donc, ta rencontre, alors je reprends un petit peu où j'en étais, ta rencontre, finalement, c'est juste, on va vérifier, faut pas mettre trop d'enjeux sur la rencontre. Ta rencontre, c'est, on va vérifier si déjà, il y a une alchimie. Alchimie, c'est un joli mot pour dire est-ce qu'on se valide physiquement l'un l'autre. Ouais, tu vois, c'est en fait, est-ce que tu passes la barre ou pas, en fait. Donc ta rencontre, elle sert à ça. Et évidemment, dans la rencontre, on va échanger des informations, et tatati, et tatata. Très, très important aussi, bien sûr, mais à partir de là, c'est là que tu vas commencer à te dire, est-ce que cet homme pourrait être intéressé? La première réponse que tu veux déjà, c'est est-ce que cet homme-là va valider physiquement? Parce que ça peut arriver en fait. Tu peux et pas... comment on sait ça? Tu vas regarder comment il se comporte juste après la rencontre. Alors tu peux déjà le voir dans la rencontre si t'es fine observatrice. Si tu vois que cet homme, à ton contact, il s'anime, il est souriant, tu vois, il reste focus sur toi, il essaye de se rapprocher, il essaye d'être tactile. Bon, tu sens en fait, tu vois, essaie de lire un petit peu le degré de chaleur, tu vois, que le mec t'envoie. Tu t'imagines comme une clim, tu vois, très froid, très chaud, machin. Tu essaies de voir, okay, est-ce que le mec il m'envoie du 25 degrés ou est-ce qu'il m'envoie du 5 degrés. Ça, c'est un truc que tu peux lire, avec l'habitude, ça se lit bien. Maintenant, en plus de ça, le mec il va avoir un comportement où sa façon d'agir va être cohérente avec ce que tu vas voir. C'est-à-dire que oui, il s'est comporté, il était chaleureux durant la rencontre, mais tout de suite après la rencontre, il veut s'assurer de me revoir. Et dans un contexte, il va un petit peu s'investir pour te proposer un vrai premier rendez-vous. Tu vois, moi je fais une distinction. La rencontre, c'est une rencontre. Le vrai date, c'est après la rencontre. C'est on s'est vu et là je te propose un date. Du coup, il n'y a pas trop de sujets de ah oui, qui invite à la rencontre, machin, on s'en fout. En fait, de toute façon, la rencontre, il faut qu'elle ait lieu de toute manière. Autant qu'elle ait lieu d'ailleurs sur une activité qui prenne pas trop de temps, tu vois, qui dure pas 3 heures. Ne réservez jamais tout votre agenda de la soirée pour quelqu'un que vous avez jamais vu. Faites les rencontres avant d'aller dîner, parce que tout de suite après, on est dans un autre contexte. Enfin, c'est plein de petites choses comme ça, des grilles de lecture que je donne, et regardez exactement comment le mec se comporte. Ok, c'est hyper intéressant.
C'est quoi ta vision à toi des finances des finances c'est-à-dire qui devrait payer au premier date et ensuite Hmm. de manière plus large dans le couple, comment est-ce que tu vois la répartition quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit la rencontre ou le premier date? Est-ce que selon toi, c'est l'homme qui doit payer? Est-ce que ça doit être 50-50? Il y a tout un débat là-dessus que je trouve Ok. super intéressant et je serais curieuse d'avoir ton avis. Ok, je vais te donner un cas classique de personnes qui se rencontrent, qu'on parlait sur une appli. La rencontre, qu'est-ce que je conseille? Allez faire un truc simple, boire un café, boire un truc sans alcool, ou éventuellement un petit verre de vin, mais t'es sur une rencontre qui va coûter pas plus de 10 euros. Ok, comme ça, il n'y a pas de débat. Et la rencontre, tu sais jamais ce qui va se produire, donc tu veux que ce soit court. Ah, un petit verre de vin après le boulot, ah, un café à la pause déj, ah, machin, ou samedi après-midi, dimanche, un truc qui va durer moins d'1 heure. D'où c'est pas bizarre de s'échapper au bout de 45 minutes. Ok, donc là, il n'y a pas trop de débat de qui paye. La rencontre, il faut qu'elle ait lieu. Bon, on pourrait dire oui, c'est le mec qui va payer, s'il est un peu. Ça permet de voir un peu est-ce que le mec est radin ou pas, machin. Ok, why not? Mais toi, tu payes aussi, c'est pas grave en fait. Euh, à la limite, souvent, je vois que mes clientes qui ne veulent plus rien avoir à faire avec le mec n'auront pas de problème pour payer. Oui, Tu vois, c'est vrai. elle veut pas garder crédit, tu C'est vois. vrai, oui. Elle veut pas faire crédit. Donc, ou à la limite, enfin, bon, 50-50 c'est toujours moche, mais tu vois, comme c'est une addition à moins de 10 euros, tu as 2 cafés, si tu payes, c'est pas grave, si le mec paye, c'est pas grave. Maintenant, le premier rendez-vous, oui, c'est le mec qui doit payer. Moi, c'est ce que je dis à mes clientes. D'abord, c'est lui qui va t'inviter. On veut voir quand il nous invite, tu vois, combien de temps après la rencontre, de quelle manière il nous invite pour aller faire quoi, tu vois, à quelle heure. C'est très important en fait, comme activité, etc. Et oui, c'est lui qui va nous inviter, donc il va choisir. Et en fait, c'est la personne qui invite qui paye. Ah, ok, intéressant. Si je t'invite à dîner chez moi, je vais pas te demander de faire la cuisine. Ouais, c'est vrai. Attends, c'est celui qui invite qui paye, c'est celui qui invite qui fournit l'effort. Celui qui invite choisit le lieu, donc il va choisir un lieu à sa mesure, il va choisir un lieu dans lequel il est confortable de payer. Ça va te permettre de voir, tiens, dans quel contexte cet homme a envie de me voir. Est-ce qu'il veut m'emmener dans un truc un peu chic ou est-ce qu'il veut m'emmener dans un truc un peu cheap? Tu vois, ça va te donner en plus des informations. Comment lui, il a envie de te fréquenter? Comment il pense qu'il va pouvoir te séduire? Et tu verras qu'un même mec, la même personne peut d'un côté pour une femme se mettre en quatre. Ouais, j'ai préparé un petit truc. Là, il y a un petit groupe de jazz qui joue dans tel truc secret, machin. Tu vois, il a vraiment fait un effort de logistique d'aller rechercher quelque chose qui pourrait plaire à la personne. Et ce même mec va dire à une autre nana, ouais, bah vas-y, il y a un petit bar sympa là. T'as un rad un peu pourri, pas très loin de chez lui. Comme ça, il fait un minimum d'efforts pour se déplacer. Tu vois, il va faire deux propales très différentes parce qu'en fait, ses intentions sont différentes. Il y a une personne à qui il a vraiment envie de plaire et de marquer des points auprès de cette personne, et l'autre personne, ouais, il s'en fout un peu en fait. Il est dans une stratégie du moindre effort. Et ça, pour toi, c'est le signe qu'un homme veut juste s'amuser, par exemple? Bah, disons qu'un homme qui veut s'amuser va essayer de. Si ses intentions, si tout de suite le mec voit cette femme et se dit, ouais, ça c'est pas du tout la femme de ma vie, je veux pas être en couple avec elle, bah pourquoi il irait investir en fait? Tu vois, c'est très logique. Il va essayer, si tu veux, de minimiser les efforts qu'il va fournir, que ce soit financièrement, en durée, en déplacement, enfin tu vois, en énergie de manière générale en fait. Donc oui, un mec qui a des intentions de coucher avec une femme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de sauter en fait des trucs qui l'emmerdent, qui lui prennent du temps, qui lui coûtent cher. Il va pas accepter d'aller faire une partie de paddle en samedi après-midi où il faut s'habiller, s'équiper, se déplacer je sais pas où parce que c'est pas à côté, payer le truc, prendre la raquette. C'est trop d'investissement en fait ça pour une femme qui t'intéresse pas plus que ça. Maintenant, tu vois, demain, Margot Robbie, elle me propose d'aller jouer à un paddle à Longchamp. C'est bon, tu vois, je vais prendre des cours la veille pour être au point, tu vois. Tu l'aimes bien, Margot Robbie. Ouais, mais c'est mon, Elle est trop belle. ouais, mais en vrai, je m'en fous de Margot Robbie, mais c'est mon exemple, tu vois. Oui. Maintenant, elle est foutue. J'espère que je vais pas devoir lui reverser des droits d'auteur ou quoi que ce soit, Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Je suis curieuse pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas forcément familières avec les styles d'attachement. Si tu peux nous expliquer un peu quels sont les différents styles ouais. d'attachement. Je travaille pas avec ça, moi, en fait. Ah, ok. C'est un peu la mode. Et d'ailleurs, c'est très intéressant. Je me suis posé la question de, tiens, pourquoi c'est à la mode, ce truc? Donc là, je sais que je vais énerver plein de gens. Oh non, les styles d'attachement. J'ai basé toute ma religion, c'est les styles d'attachement. Mais en fait, faut se rendre compte d'un truc, c'est qu'on en parle depuis pas longtemps, les styles d'attachement. C'est vrai.
je me suis, à un moment donné, je regarde, je fais, mais tout le monde parle de ça. D'abord en anglais, parce que tu t'écoutes un petit peu la pulsation de ce qui se dit, enfin, tu vois, dans nos métiers respectifs, tu regardes un peu ce qui se fait partout. Ouais, je vois, tiens, ça commence à parler d'aussi l'attachement, d'où ça sort ce truc. Ah, mais en fait, c'est super vieux, tu vois. Ça date de 1950, 58. Donc, c'est rigolo de voir que ce truc-là, qui était un peu enterré, a refait surface d'un coup. Et moi, je suis évidemment, je suis coach en relation amoureuse, mais j'ai aussi, tu vois, je regarde le marketing, je regarde comment une idée va naître, un concept, c'est quoi et tout. Et je me dis, tiens, c'est marrant, qui a repackagé ça, tu vois? Parce que ça, c'est du réchauffé, en fait. Et bon, en fait, tout ça pour dire que c'est arrivé. Tout à coup, je vois toutes mes clientes qui me disent, oui, je pense que je fréquente un évitant. C'était devenu le nouveau pervers narcissique, en fait. C'est-à-dire que c'était le truc voilà, je retrouvais ça dans tous les messages. Donc forcément, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis reparti de zéro, j'ai regardé, j'ai lu les travaux de Bowlby, là, de Ainsworth et Bowlby, et je me suis dit, est-ce que moi j'utilise ça pour mon travail? Et ma réponse à la fin était non. Pourquoi? Ah, pourquoi? Plusieurs raisons. D'abord, un côté contextuel. On est en 2025, c'est des travaux qui datent de 1950. Déjà, on n'est pas dans le même contexte, on n'est pas dans la même société. C'est les US d'après-guerre, c'est pas la même chose que maintenant. Mais tu penses pas que le cerveau humain et la nature humaine, elle a pas tellement changé que ça? Oui, mais alors il faut jamais oublier que des travaux ont toujours lieu dans un contexte. Typiquement, Bowlby, c'est quoi? On est après la guerre, les femmes sont incitées à retourner au travail. D'accord. Donc du coup, à partir de là, tu as des courants de pensée. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. L'idée que promeut en fait Bowlby, parce qu'en fait tout part d'une idée en fait. Je vais prouver ça en fait, ou je vais montrer ça, ou je vais m'intéresser à ça. C'est quoi? C'est que finalement une femme, quand elle reste auprès de son enfant, à la base dans la théorie de l'attachement, il est question que de la femme et de l'enfant en fait. C'est pas du tout question de l'homme et des relations amoureuses. Les gens le savent pas parce qu'ils ont lu 3 articles sur internet, mais à la base c'est une étude qui est faite avec des enfants et pour regarder en fait quel est l'effet de la présence ou de l'absence des parents. Pas des parents, de la mère. Parce qu'à l'époque, dans l'éducation, le père, on s'en fout, en fait. Enfin, n'a pas d'importance, celui-là. Donc, j'ai perdu le fil. En fait, oui, on fait une expérience avec des enfants qui s'appelle The Strange Experiment. Et en fait, la déduction de cette expérience, c'est que c'est bien, en fait, qu'une mère, elle soit très proche de son enfant pendant les 2-3 premières années de sa vie. Sinon, il va être complètement fucked up. C'est ça qui veut dire en fait. Et c'est ça qui plaît en fait dans cette théorie d'attachement, c'est que c'est ce qu'on a envie d'entendre à l'époque, parce que tout à coup les femmes elles vont aller travailler 8-10 heures par jour. Est-ce que ça va avoir des... Tu vois, il y a des courants de pensée, oui c'est mieux pour l'enfant que tu vois, elle reste à la maison. Donc c'est pour ça que je dis que le contexte est important, et qu'aujourd'hui si on refaisait si on essayait de travailler sur le même truc, on le ferait pas de la même manière en fait. On ferait pas la même expérience. Bon, il y a tout un tas de raisons. Après, moi, j'ai quand même passé une bonne grosse dizaine d'heures sur ce truc-là, et à me dire à la fin, je sais pas en fait. Tu vois, parce que, et je vais la faire très simple en une phrase, est-ce que tu as envie de baser, toi, ta vie amoureuse, ton analyse de ta vie amoureuse et des choix que tu vas faire sur une expérience qui a été faite en 1958 sur des nouveau-nés, des nourrissons, à savoir, tiens, si sa maman sort de la pièce, il va pleurer ou pas? Oui, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Je dis pas que les travaux sont totalement à jeter à la poubelle, etc. Mais moi, en tout cas, je les ai lus, je trouve ça incomplet. Voilà. Et je baserai pas ma vie amoureuse d'une femme adulte qui peut avoir 25, 35, 45 sur une étude qui est faite sur des nourrissons, etc. Voilà. Et on reste dans une théorie. Et en fait, finalement, c'est très intéressant parce que une femme arrive et me dit, ok, je crois que je fréquente un évitant. Je dis, ok, qu'est-ce qu'il fait ce mec-là? Elle me dit, oui, il fait ça, 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 donc c'est un évitant. Je regarde tout ce qu'elle me dit. Ça, c'est juste le comportement d'un mec qui s'en fout, en fait. C'est juste que ce mec n'est pas intéressé. Ok. C'est pas un évitant, tu vois. Mais ça, c'est hyper intéressant, ok. Ça, c'est très intéressant parce que moi, j'ai l'impression que... C'est des grandes cases, quoi. Ouais. C'est comme l'horoscope, en fait. Ouais. Ah ouais, c'est trop moi, ça. Moi, je suis poisson, je lis le truc. Ouais, c'est trop moi, en fait. Oui, mais c'est fait pour être toi, en fait. Quand tu lis le truc de tel type d'attachement, ça correspond à tellement de choses, en fait. C'est trop vague, en fait. Ouais, et en fait, ce que je trouve intéressant dans ce que tu as dit, c'est, tu vois, l'évitant, la description qu'on peut faire d'un évitant, c'est finalement quelqu'un, et surtout, si on parle d'un homme, qui s'en fout. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes qui essayent de négocier Exactement. avec cette vérité. À partir du moment où toi, t'as un concept, une théorie qui te dit que ce mec-là, il est évitant, mais donc en fait, peut-être que ça pourrait marcher, parce que l'évitant, il faut le prendre comme ça, toi, du coup, t'essaies de faire rentrer un rond dans un carré. Ce mec-là, il s'en fout de toi, en fait. Il n'a pas l'intention, il te voit pas comme la femme de sa vie, il n'a pas envie de passer sa vie avec toi.
ou même 4-5 ans, tu vois. Mais alors, si on prenait l'exemple d'un homme qui est en couple Mhm. avec une femme depuis des années Ouais. et qui a des comportements évitants, Mhm. donc sans parler même de style d'attachement, mais il Ouais, a des ouais, ouais. comportements de fuite, Ouais, ouais. d'évitement, il n'est pas vraiment investi. Qu'est-ce qu'il faut penser? Et en même temps, c'est quelqu'un qui peut, en tout cas, exprimer qu'il a de l'amour pour sa partenaire, Ouais, mais il faut pas oublier qu'en fait, une relation, c'est un arc, tu vois. C'est comme quand tu lis un Tolstoï, tu vois, c'est long. C'est-à-dire Oui. qu'il se passe plein de choses, il y a plein de chapitres, en fait. Tu peux pas t'attendre à ce que, tiens, bah, les émotions que j'avais les 6 premiers mois, ça va être exactement les mêmes au bout de 6 ans. Donc les choses évoluent, les gens évoluent, une relation, ça évolue sans cesse. Et on ne la voit pas évoluer jour après jour. C'est comme une plante, tu la vois pas pousser, en fait. Il va pas se passer un truc si tu clignes des yeux en regardant la plante, elle aura pas pris 10 centimètres. La relation, c'est pareil. Mais tout à coup, tu vois, ta plante, tu la vois cramer. Tu te dis, ah merde, elle a cramé. À quel moment elle a cramé? J'ai pas fait gaffe, en fait. Parce qu'en fait, ça évolue lentement et tu t'en rends pas compte, en fait. Donc, un homme peut tout à fait perdre de l'intérêt dans une relation. Il faut pas oublier que les sentiments amoureux, c'est pas binaire. C'est pas je te déteste ou je suis fou amoureux de toi. C'est quelque chose de graduel. Une femme, comme un homme, au cours de la relation, va voir son niveau d'intérêt, donc son niveau de sentiment amoureux, évoluer. Euh, Idéalement, moi je souhaite à tout le monde, quand on rencontre un partenaire, de rester le plus longtemps possible amoureux l'un de l'autre. Mais c'est quelque chose qui se cultive. Et il y a tout l'élément extérieur de la relation, tout ce qui se passe à l'extérieur, le travail, etc. Les personnes changent également, qui font que deux personnes peuvent avancer comme ça pendant 5-6 ans, puis tout à coup, soit une personne perd de l'intérêt, etc., etc. Et qu'est-ce que tu conseillerais? Parce que j'ai une amie à moi qui vient de vivre une rupture très difficile et assez brutale où son partenaire il lui a dit qu'il l'aimait plus en fait, Mhm. qu'il l'a aimé mais qu'il ne l'aimait plus. Ouais. Ça faisait des années qu'ils étaient ensemble. Qu'est-ce que tu conseillerais pour les personnes qui sont dans une situation où ils sont en couple avec quelqu'un, ils ont aimé la personne mais peut-être que leur sentiment a changé. Ouais. Est-ce qu'il faut se dire bah c'est bon on arrête c'est terminé? Est-ce qu'il faut se battre pour la Ouais. relation? Est-ce qu'il faut, tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai une cliente qui vient, je fais beaucoup de coaching en fait avec des femmes en fait qui viennent, elles veulent y voir clair. D'accord. Et moi, en gros, je vais apporter mon expertise. C'est-à-dire qu'en gros, je vais réfléchir, je suis en dehors, je suis en dehors du scénario. Donc, justement, j'ai une bonne vision et je vais les aider à prendre une décision. Parce que c'est des grosses décisions, en fait, finalement. Parce que la personne avec qui tu partages ta vie, elle a énormément d'impact sur toi. C'est la personne la plus importante de ta vie, en fait. Enfin, elle a plus d'impact que ta famille qui habite loin, en fait. Donc, parfois, je vais dire, ok, c'est bien d'arrêter avec cette personne. Parfois, je vais dire, non, là, que tu fasses les choses différemment, parce que l'amour, ça se travaille, en fait. Aimer, c'est un verbe. C'est pas genre, ah, j'ai plus de sentiments, c'est bon, je me barre. En fait, il peut y avoir... Il faut vraiment, c'est au cas par cas. Je veux pas que les gens qui écoutent ça, ils se disent, il faut faire ça ou il faut faire ça. Ça va dépendre du contexte, de ta relation, de ce qui se passe. Et est-ce que c'est intéressant de justement de changer sa façon de faire et d'essayer justement de recultiver l'amour dans ta relation. Mais si tu devais nous donner quelques signes, c'est-à-dire ce serait quoi les signaux essentiels qui font qu'on sait qu'on doit continuer à se battre pour une relation ou bien qu'on doit arrêter une relation? En fait, c'est simple. Moi, le truc le plus important, c'est de regarder si on veut toujours aller au même endroit. Ok. Si la vision des deux personnes n'a pas changé, c'est-à-dire que si sur le billet de train, ça va dans la même destination, d'accord, c'est intéressant. Si par contre, là, tout à coup, il y a une divergence, il y en a un qui veut aller à Istanbul et il y en a un qui veut aller à Venise, bah effectivement, tu vois, l'Orient Express, il va se séparer, quoi. Donc, il faut regarder ça dans un premier temps. Est-ce que c'est cohérent, tu vois? Parce que les contextes peuvent changer. Une personne, tu vois, sur 10 ans, elle a le temps d'évoluer professionnellement, psychologiquement, émotionnellement. Et en fait, bah, tu peux te retrouver avec une personne au bout de 10 ans qui est plus vraiment la même, tu vois. Et dont les désirs ont changé, qui se voit pas du tout dans le même contexte qu'avant, etc. Mais tu vois, question tout bête aussi, la question de est-ce que tu veux des enfants, tu veux pas d'enfants? Bon, c'est une question au début, oui, on peut la poser, etc. C'est bien, mais c'est intéressant de se reposer cette question régulièrement. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est la première fois que j'entends ça, se reposer cette question régulièrement sur les enfants en Ouais. particulier. Quel contexte, à quoi je veux que ma vie amoureuse ressemble? Et on va s'assurer en fait qu'on est toujours sur les mêmes rails en fait. On va toujours dans la même direction. Et à partir de là, tant que le contexte, enfin tant que la destination qu'on veut n'a pas changé, bah ça reste, c'est un bon critère pour se dire est-ce que je me bats et alors se battre, j'aime pas trop ce mot-là parce qu'en fait t'as l'impression que ça va être violent, mais est-ce que je réinvente ma relation, est-ce que je la revitalise, est-ce que je change des choses? Et il y a toujours plein de choses à changer en fait.
Parce que, tu vois, quand je discute avec les gens, au bout d'un moment, tu as des automatismes, tu prends des habitudes, etc. etc. Donc, ouais, parfois, ça vaut le coup de faire ce travail. Moi, je suis le premier à dire, par contre, quand ça vaut pas le coup, je dis non, ça vaut pas le coup. Et je vais regarder le comportement de la personne en face. Est-ce que cet homme, tu vois, comment il se comporte? Est-ce qu'il est respectueux? Enfin, tu vois, il y a plein de choses à prendre en compte aussi, quoi. Est-ce que tu penses que le manque de respect, c'est un des signaux principaux pour se dire que c'est terminé ou que ça mérite d'être... Manque de respect, alors, en fait, c'est simple. Pas de respect, pas d'amour. Tu peux pas aimer quelqu'un si tu respectes pas cette personne. Enfin, tu vois, les deux vont pas ensemble. Donc, si tu vois un homme qui te manque de respect, même assez tôt, en fait, dans la rencontre ou dans la fréquentation, cet homme-là, il peut pas t'aimer, en fait. Ou plus tard dans la relation. Alors, le manque de respect, il faudra voir de quoi il vient. Encore une fois, c'est contextuel. Parce qu'en fait, dans une relation, il se passe tellement de trucs. Moi, souvent, je tombe avec des clientes ou des clients qui, en fait, leur relation, elle est abîmée, en fait. Ils se sont tous les deux mis dans une position, déjà, ils peuvent plus communiquer. Tu vois, ils sont pas, en fait, réconciliés. Ils sont pas sur un terrain d'égalité où l'information, elle peut circuler. J'ai besoin de ça, je désire ça, je veux ça. Ils sont tous les deux sur un ressentiment. Et donc, en fait, ils peuvent pas parler, en fait, tu vois, je fais ce signe, je sais pas si ça fait sens aux gens à la caméra, mais en fait, imagine, en fait, tu vois, ça c'est le sol, ils sont tous les deux enterrés dans un trou, en fait. Et à partir de là, il y a plus de possibilité, ils s'envoient des trucs, tu vois. Mais souvent, il y a une étape où il y a eu des choses qui ont été cassées, il faut les réparer. Il y a eu des affronts qui ont été faits, ça peut être du manque de respect, mais il y a toujours enfin, tu vois, c'est un enchaînement, en fait. Ça commence d'un truc, le mec va considérer que sa partenaire lui a manqué de respect parce qu'elle se comportait de telle manière. Il va pas forcément lui dire, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a un comportement envers lui qui lui le saoule. Alors peut-être qu'il l'a dit une fois, que ça n'a pas été entendu, etc. Mais lui, du coup, il en veut à sa partenaire. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Il va pas forcément utiliser la communication, il l'a peut-être fait une fois, ou alors il sait pas le faire, ça n'a pas marché. Il va essayer d'exprimer son ressentiment d'une autre manière. Par exemple, il va peut-être devenir distant sexuellement. Ah, ok. Ah, la partenaire, elle comprend pas en fait. Je comprends pas, mon mec, il a plus envie de moi. C'est pas agréable, tu vois, Justement. de se faire recaler. Donc en fait, tu vois, il y a souvent un jeu qui se met en place comme ça. Et le problème de la relation, c'est que tu fais ça sur 6 mois, 1 an, tu vois, tu peux vite te retrouver enterré avec une montagne de ressentiment. Et on sait plus pourquoi ça a commencé en fait. On sait plus pourquoi ça a pu commencer sur un petit truc. Donc les relations, il faut les surveiller en fait. Les gens aiment pas cette idée. C'est-à-dire qu'on conçoit tout à fait qu'il faut faire des efforts. Une femme, elle va se dire, bon, alors je vais faire des rencontres, je suis célibataire, je vais faire des efforts, je vais me faire belle, je vais faire attention à moi, je vais essayer de me montrer la meilleure version de moi-même, etc., etc. Donc je fais beaucoup d'efforts pour faire mes rencontres, mais en fait, il faut en faire à la même mesure dans la relation. Une relation, ça se maintient, il faut lui donner du temps, il faut travailler dessus en fait. C'est vrai. Ce qui n'est pas facile quand on a des métiers, des carrières, tu vois, quand on a deux personnes qui font des métiers qui sont exigeants, combien d'heures il reste à la fin pour faire attention à la relation? Est-ce que tu penses que c'est une question de priorité aussi? Ouais, il faut vouloir prioriser sa relation, évidemment. De toute façon, quand les gens sont amoureux, la priorisation, elle se fait naturellement. Tout le monde a vu passer ça récemment, ce CEO infidèle qui trompe sa femme et qui emmène sa maîtresse, qui trompe son mari aussi au concert de Coldplay. Moi, j'ai mis en dessous, ouais, il y a toujours du temps pour l'amour, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, le mec, ça doit être un CEO d'une boîte, tu vois, il est billionnaire ou j'en sais rien, mais il trouve quand même du temps pour aller au putain de concert de Coldplay. C'est vraiment, tu vois, c'est anecdotique le concert de Coldplay. Donc c'est sympa, mais tu vois, ça prend du temps. Et avec sa maîtresse, en plus, pas avec sa femme. Donc c'est assez cocasse de voir que, ouais, en fait, quand tu ressens de l'amour, en fait, t'arrives toujours à faire tu vois, un petit espace, quoi. Est-ce que tu penses que quand un homme est intéressé ou amoureux d'une femme, elle ne se pose aucune question? Non, parce qu'après, les gens peuvent se poser des questions. Tu peux être d'un naturel à douter de toi, à douter de tout. Tu peux avoir eu des expériences où, je sais pas, mettons, t'as rencontré quelqu'un et ce mec avait une double vie, par exemple. C'est des expériences qui peuvent arriver. J'ai une amie à qui c'est arrivé. Elle était avec un mec pendant un certain temps et il s'avère que ce mec-là, il était avec 2 autres femmes. Donc, une fois que ça t'arrive, évidemment que tu vas questionner un peu, tu vois, même si, alors que ce mec-là avait l'air normal, tu vas se comporter de manière normale. Et en tout cas, il y avait des explications à son comportement. Donc, il y a des gens, en fait, qui vont pas, ouais, tu vois, qui vont se poser des questions là où il n'y a pas lieu de s'en poser, qui vont être inquiets ou anxieux là où il n'y a pas lieu d'être inquiet ou anxieux. Donc, non, c'est pas juste, tiens, le mec se comporte de cette manière et donc c'est bon, en fait.
Ok, bah, je pense qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Tu m'as dit que Ouais. t'avais 1 heure. Ouais, ouais. Tiens, je reboucle sur un truc, mais on peut commencer à conclure peut-être. Ouais. Attends, je vois un peu. Je reviens sur cette histoire d'évitant pour boucler la boucle. Parce que j'ai des femmes qui viennent me voir et me disent oui, ce mec-là, il est évitant. Ok, quel âge il a ce mec-là? Ok, il a 48 ans. Ok, on parle un petit peu du mec. C'est ça qui est intéressant en coaching, c'est que c'est pas juste, tu vois, un commentaire. Ah tiens, dis-moi en 3 lignes. Non, en fait, ta situation, elle est plus complexe que 3 lignes. Il faut qu'on discute. Ok, le mec, il a 48 ans. Ah, il était marié pendant 15 ans. Ah, il a 3 enfants. Ok. Donc, il n'était pas évident avec cette femme-là, en fait. Donc, tu vois, c'est pas un trait de caractère. Tu vois, cet homme-là, il t'a montré, en fait, que, enfin, quand tu regardes son parcours, il est capable d'aimer, de recevoir de l'amour, d'investir, de fonder une famille. Donc, il a pas de problème, en fait, tu vois. C'est pas tout à coup, je sais pas, à 42 ans qu'il est devenu évitant, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Enfin, c'est pour ça que moi, je prends un peu de distance avec cette théorie. Euh, et d'ailleurs, très intéressant, parce que c'est le sujet actuel dont je parle. Mon dernier coaching, c'est comment faire des rencontres après 50 ans. En fait, dans ce coaching, je m'interroge sur le contexte, en fait. Parce que dans notre vie, le contexte dans lequel on fait des rencontres, il change. Tu ne cherches pas les mêmes choses dans la vie à 18 ans, à 32 ans et à 53 ans. Qu'est-ce que tu veux à 18 ans? À 18 ans, bon, moi j'ai vraiment bossé sur le truc, donc en fait tu as une liste d'attentes, mais la première en fait c'est je veux ressentir des émotions fortes. Qu'est-ce que tu veux à 30 ans? À 30 ans, ah, je veux construire. Qu'est-ce que tu veux à 50 ans? Tu vois, il faut se poser cette question. Dans quel contexte je suis? Qu'est-ce que je recherche? Et du coup, qu'est-ce que je veux en fait, comme relation en fait? J'ai beaucoup de clientes en fait, qui vont avoir près de 50 ans ou plus de 50 ans et elles vont vouloir faire les rencontres de la même manière qu'elles les faisaient à 30. Oui, mais ton contexte, il a changé. Tiens, regarde, à 30, tu cherchais un partenaire pour construire. C'est pas la même chose en fait. Donc c'est intéressant de se poser cette question-là. Et souvent mes clientes, elles me disent, et c'est là que je vais faire le lien, attention, elles me disent, oui, mais alors moi je cherche un mec qui a pas d'enfant. Attends, meuf, tu cherches un mec de 52 ans, enfin 50, dans la cinquantaine, qui a pas d'enfant? Ça dit quoi de ce mec-là en fait? C'est probable que, tu vois, elles se disent, oui, mais moi je veux pas le package. Elles appellent ça le package. Je veux pas le package du mec qui a eu des enfants avec une ex divorcée. Oui, mais en fait, ça, c'est un mec normal, en fait. C'est un mec qui est capable d'aimer, qui est capable de recevoir de l'amour et qui est capable de s'investir. Donc toi, tu veux pas un mec comme ça. Tu veux un mec, en fait, qui, pendant 30 ans de sa vie amoureuse, il a été incapable d'avoir une relation longue. C'est ça que tu veux, en fait. Tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de regarder plus loin, en fait, que juste, ok, maintenant, je veux ça, et le mec, il est comme ça, il se comporte comme ça. Moi, je vais toujours regarder globalement derrière l'arc de la vie de la personne, en fait. Ouais, je comprends. Voilà. Je comprends. Et qu'est-ce que ça signifie quand un homme n'a pas eu justement ce genre de relation sérieuse? Ou une femme d'ailleurs, hein, pas qu'un homme, hein, mais qu'est-ce que ça signifie pour toi? Sans rentrer dans les... Je fais des généralités. Et t'es obligé de faire des généralités. Les gens n'aiment pas ça. Mais en fait, tant que tu ne fais pas de généralité, tu ne peux pas réfléchir. D'accord? Tu pourras jamais réfléchir si tu considères que y a des milliards d'individus et donc du coup il faut prendre la trajectoire de chacun en compte. Non, en fait, tu regardes les gens comment ils se comportent. Et disons que de manière générale, un homme dans sa vie, on va dire qu'il est dans la cinquantaine et il a jamais eu des relations qui ont dépassé 1 an. Bah, la déduction que je vais faire, c'est que cet homme-là, soit il n'a pas envie d'aimer, il peut pas aimer, ou alors il y a un truc où dans ses relations, il va les détruire consciemment ou inconsciemment, mais tu vois, c'est étrange quand même. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Aimer, normalement, c'est pas quelque chose qui est difficile. On est équipé pour ça, en fait. On est équipé dès la naissance pour aimer. Donc en fait, en général, d'ailleurs, tu le remarques, une relation qui se passe bien, en général, ça démarre, on va dire, ça démarre assez facilement, en fait. T'as pas 1 million d'obstacles au début, il y a une espèce d'évidence, et ça se fait, en fait. D'ailleurs, les gens le disent très bien. Ah ouais, je galérais, machin, puis en fait, avec lui, ça a été très évident. Tout de suite. Ouais. Alors, je dis pas que les relations sont toujours évidentes, parce que selon là où on est, on a peut-être un petit travail à faire sur soi, et c'est toujours intéressant de le faire et de changer. Tu vois, là, on parlait des applications de rencontre. C'est pas évident que l'application de rencontre, tu as envie de l'utiliser comme on t'a montré, en fait. Donc, voilà, il faut être capable de se remettre en question et de changer 2-3 trucs. Mais après, une fois que toi, tu as un mec en face qui est intéressé, qui commence à avoir un certain niveau d'intérêt, bah, les choses vont être assez faciles, en fait. Ouais, je pense que c'est un bon indicateur, que ça doit être quand même assez fluide. Ok, j'ai un rituel à la fin du podcast où je te partage des cartes. Ok. Et tu dois piocher une carte
et répondre à la question le plus honnêtement possible. Ok. Alors, tu sais quoi, je vais faire un truc pas du tout intuitif, je vais prendre la première. Ok. Ah mince. Ah bah tiens, c'était le Joker. Ah, attends. Non, non, vas-y, continue. Je vais en prendre une où il y a quelque chose. Ok, c'est bon. Ok. Alors, quelle est ta plus grande peur en ce moment et qu'as-tu fait pour la dépasser? Ma plus grande peur. Moi, j'ai une grande peur, d'accord? C'est pas une peur en ce moment, c'est une peur de manière générale, d'accord? Et en gros, c'est la peur de la mort conne. Ok. C'est assez bizarre, mais les personnes qui écoutent le podcast, qui ont peut-être eu une expérience où ils ont eu un accident ou quelque chose, ça va leur parler en fait. Moi, je me suis fait renverser par une voiture quand j'étais à pied, à Paris, début 2010. Et en fait, à partir de là, je me suis dit, putain, ça peut s'arrêter comme ça, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça change? Ça change qu'en fait, maintenant, j'ai un peu une aversion pour la prise de risque débile, tu vois. Les trucs où, je sais pas, tu vois, aller faire de la montgolfière. C'est con, tu vois, ça a l'air marrant, mais j'ai pas envie, tu vois. Ça m'a créé une peur, en fait, où je me dis, non, j'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir une mort conne. Donc, en fait, à chaque fois que je vais aller dans une expérience, potentiellement, je vais me dire, tiens, est-ce que ça, c'est dangereux? Tous les trucs à la con, tu vois, les roller coasters, les parcs d'attractions, les machins comme ça, j'ai les montgolfières, je suis pas fan, quoi. Mais est-ce que ça t'impacte dans ta vie de tous les jours, cette peur? Non, ça m'impacte pas. Non, non, mais ça m'impacte pas parce qu'en fait, c'est des décisions que je dois prendre après, mais non. Sinon, après, est-ce que moi j'ai une peur aujourd'hui actuellement qui me noue le ventre? C'est pas une grande peur, mais je dirais que je cherche à me renouveler. Donc là, je suis dans une phase où en fait, ce que je fais, je considère que je le fais bien, les gens sont contents. J'ai peur de. Enfin, tu vois, c'est quoi la prochaine vague, tu vois? Quel est le prochain truc dans lequel je vais kiffer? Dans lequel je vais m'épanouir. On cherche ça aussi quand on a un business. On dit, tiens, je sais pas, tu démarres ton podcast, puis peut-être que tu le fais 2 ans, puis après tu te dis, qu'est-ce que je vais faire après, tu vois? C'est quoi le nouveau truc que je vais faire? Chaque année, j'essaie de sortir quelque chose de nouveau, de faire quelque chose de nouveau. Donc là, disons que ma nouveauté depuis 2 ans, c'était de faire des programmes d'accompagnement qui étaient sur une longue durée. Ça marche très bien, les gens sont très contents, je vais continuer à le faire, mais j'ai toujours envie de me dire, j'ai pas envie de m'enfermer dans quelque chose et de faire ça 5 ans. Donc je me dis, ok, qu'est-ce qui va venir? Ouais. C'est pas une inquiétude, tu vois, brûlante, mais tu vois, j'ai envie de tester de nouvelles choses. Ouais, c'est un peu la peur de peut-être pas assouvir ton plein potentiel à chaque instant, en fait. Ouais, c'est la peur de. Ouais, c'est une peur que tout le monde a, en fait, finalement. C'est la Mm. peur de stagner, de ne pas se voir évoluer, de ne pas faire quelque chose de nouveau. Et en tant qu'entrepreneur, bah, ça passe par une prise de risque. Parfois, tu te tapes un gros bide, mais c'est pas grave non plus. Ça fait partie du jeu. Complètement. Trop bien. Bon, Merci Yann, bah merci hein, c'était Yann. top. C'était cool cet échange. On te retrouve sur tous les réseaux, Ouais, Instagram, YouTube. Yann Piette, Y-A-2-N-P-I-E-2-T-E. Vous tapez mon nom, vous me retrouvez partout. De toute façon, on mettra tous tes liens en Ok, description du podcast. super. Merci Merci beaucoup. pour ce moment. Merci.